Je vais dans cette vidéo sur le jeu de quadrille vous présenter les 3 points. 3 points dont j'ai parlé dans la première vidéo qui vont permettre de la compléter. Donc, je ne reviens pas sur les règles générales, mais je vais préciser les règles particulières. J'ai pris quelques notes. Donc, dans la première vidéo, je vous avais parlé donc de la demande, du contrat en demande, qui consistait à appeler un roi qui est détenu par un des joueurs. Là, ce qui nous intéresse, c'est si on appelle l'ombre, donc va appeler un roi qu'il n'a pas en main, et donc un des 3 autres joueurs l'aura dans son jeu. À ce moment-là, il sera d'office un partenaire avec l'ombre. Il partagera les revenus, mais aussi les pertes. Cependant, quand je dis qu'il partagera les pertes, il y a une limite. Pour éviter que l'ombre associe un des 3 autres joueurs alors à lui-même, alors qu'il a un très mauvais jeu. Pour éviter ceci, la règle stipule que si l'équipe de l'ombre perd, supposons que je suis associé, on va dire, avec rouge, je suis l'ombre et je suis associé avec rouge, alors nous gagnons ou nous perdons. Nous perdons de 2 manières, toujours pareil, hein, c'est possible que l'on perde par remise ou par codille. En tout cas, nous n'avons pas gagné. Ça va nous introduire des paiements qu'on va payer aux autres joueurs, mais aussi, et pas que ça va faire en sorte de faire qu'on va faire la bête. Et cette bête, nous allons la partager. Si c'est une bête de 28, on fera 14 chacun. Mais la bête sera de 28, comme j'ai expliqué. Bien. Alors, comment faire pour éviter qu'un joueur, l'ombre, cherche un associé alors qu'il a un jeu très mauvais? Eh bien, il faut tenir compte de cette règle qui dit que dans le cas où l'équipe de l'ombre ne gagne pas, alors il faut qu'il ait lui-même, l'ombre, fait au moins 3 levées. C'est-à-dire que s'il n'a fait qu'une levée ou 2 levées, il va être pénalisé. Et comment va-t-il être pénalisé? Eh bien, il va être pénalisé tout simplement qu'il va devoir assumer seul toutes les pertes. Là, il fera la bête tout seul et tous les paiements. Là, je dis que par exemple, on est en équipe. Au lieu que rouge paye, par exemple, bleu, et que moi, vert, je paye jaune, c'est-à-dire qu'on a partagé. Je parle de tous les paiements, je ne reviens pas dessus. Hein. Ça peut être les matadors, ça va être les matadors s'il y en a, et puis aussi ça va être la consolation, bien sûr. Tout ça, c'est certain. Mais il y a aussi la bête qu'on fera à 2. Bon, et bien dans le cas où l'ombre en équipe ne gagne pas, son équipe ne gagne pas, à ce moment-là, seule l'ombre paiera, assumera toutes les pertes et toutes les pénalités, c'est-à-dire la bête, seule.
il les assurera seul s'il n'a pas fait 3 levées. S'il fait 3 levées, l'équipe se partagera tous les désagréments. Dans le cas où avec 2 levées, on peut imaginer que ça arrive, que l'associé comblerait ce problème-là des déficits, alors c'est vraiment spécial, hein, mais bon, à ce moment-là, les gains, eux, ils seront bien partagés. C'est uniquement dans le cas où l'équipe de l'ombre ne gagne pas que cette règle s'applique. Donc, si on appelle un roi que l'on n'a pas, il faut absolument faire au moins 3 levées pour pouvoir partager les paiements et la bête. Quand on l'a fait. Bien entendu, voilà, voilà ce que j'avais à dire. C'est très simple, hein. Évidemment, donc avant d'appeler un roi, sous cette règle-là, il vaut mieux s'assurer qu'on peut faire 3 levées. Voilà. Je vais donner quand même un détail. Bon, il était dit aussi, que dans certaines maisons, c'était pas 3 levées, mais c'était 4 levées. Voilà. Donc s'il en faisait 1, 2 ou 3, il était sujet à ce que cette règle s'applique en cas de perte de l'équipe. Voilà. Alors, je dirais que la règle la plus pratiquée, c'était 3 levées. S'il fait 3 levées, il n'y a pas de problème. Et s'il en fait qu'une ou 2, alors il peut avoir des problèmes lorsqu'on fera les comptes. Voilà. Bien, ceci est dit, je l'avais dit que j'en parlerai, c'est fait. Donc, rappelons-nous bien que en demande, lorsqu'on va être en équipe, il y aura une règle particulière. C'est celle que je viens d'annoncer. Deuxième chose dont je voulais parler. Alors, je voulais parler du contrat sans prendre en faisant la vol. On s'engage par contrat à jouer sans prendre et à faire la vol. Ça vient au-dessus. Donc on va avoir la demande, on va avoir le sans prendre et on va le sans prendre et la vol. D'accord? On peut aussi dire la vol, simplement parce qu'on sait que implicitement c'est un sans prendre. Et donc, bon, ben, c'est le même système, on va dire, que au jeu de l'ombre, puisqu'au jeu de l'ombre, ça existe. Voilà. Donc, si quelqu'un avait dit sans prendre, admettons qu'il commence à parler, et puis dès le départ, il dit sans prendre, si un des 3 autres joueurs dit qu'il veut faire la vol, alors c'est lui qui a la priorité. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est impossible qu'il y en ait 2 qui puissent prétendre à la vol par contrat. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir, je dis au quadrille, hein, il faut avoir dans sa main obligatoirement l'espadille. Celui qui a l'espadille, il est sûr de faire une levée. Donc, il n'y a que celui qui a l'espadille qui pourra prétendre à la vol. Voilà. Alors, au jeu de l'ombre, ce n'est pas vrai tout le temps, parce qu'il y a un talon, et que si toutes les cartes du talon n'ont pas été échangées contre des cartes de la main des joueurs, à ce moment-là, il peut se trouver qu'à l'intérieur du talon restant, il va y avoir l'espadille. Donc on pourrait prétendre à la vol, même sans avoir l'espadille, mais c'est risqué. Au quadrille, c'est certain, l'espadille est dans la main d'un des joueurs. Il n'y a que celui-ci qui pourrait prétendre à la vol, du coup. Donc s'il y en a un qui dit sans prendre et que l'autre dit la vol,
L'autre ne pourra pas contrer, parce qu'il est avant, il aurait pu dire la vole aussi. Il a dit sans prendre, la vole, et dit, à ce moment-là, l'autre revient sur son choix, il dit la vole. Mais là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Ou s'il le fait, tant pis pour lui. Si lui avait dit, si celui-ci dit que qu'il peut faire la vole, et que celui-là dit, ben moi je vais la faire, il a perdu d'avance. Parce que s'il a dit ça, c'est qu'il avait déjà la stadille. Voilà. Vous voyez déjà la différence qu'il y a entre le jeu de l'ombre, du fait du talon, l'existence d'un talon, et du quadrille où il n'y a pas de talon. C'est clair, c'est net, c'est précis. Bon. Que se passe-t-il maintenant si l'ombre gagne un contrat de vol? Eh bien, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence avec un jeu sans prendre, d'accord, et où on fait une vol engagée. C'est-à-dire, après avoir fait la 6e levée, l'ombre fait les 6 premières levées, il a un contrat sans prendre, et il jette devant lui une 7e carte. Donc, il se lance dans la vol engagée. S'il réussit cette vol engagée, on l'a vu, je ne reviens pas dessus, on a vu les gains. Bon, je vous dis déjà que la chose, c'est surtout que la vol réussie se paie en s'en prendre 2 fiches. Hein. Je ne reviens pas. Si ce n'était pas en s'en prendre, ça serait qu'une fiche. Mais là, en s'en prendre, c'est 2 fiches. Donc c'est exactement pareil. Les paiements vont être exactement pareils en contrat de vol que de vol sans prendre engagé. Vol engagé en s'en prendre. Voilà, il n'y a pas de différence. Je ne reviens pas dessus. Si l'ombre maintenant ne réussit pas la vol, mais il réussit quand même le sans prendre. Je parle toujours de la vol engagée, hein, de la vol par contrat, la vol contractuelle. Donc dans le vol contractuel, si l'ombre rate la vol, c'est-à-dire qu'il y a une levée qui a été faite par un des 3 autres joueurs, donc la vol à ce moment-là est ratée. Tout dépend à quel moment cette levée a été faite. Est-ce qu'elle a été faite au cours des 6 premières levées, dans une des 6 premières levées, ou est-ce qu'elle a été faite après? Si elle a été faite après la 6e levée, les 6 premières levées, l'ombre a fait les 6 premières levées, il joue la 7e, il marche, ça marche, ça, et avant d'arriver à la fin, la 10e levée, ou à la 10e levée même, si un des 3 autres joueurs fait une levée, la vol est ratée par l'ombre. Alors que se passe-t-il, puisque là il vient de rater son contrat? Il a raté son contrat, mais il a réussi le sans prendre. Alors que va-t-il se passer? Eh bien dans ce cas-là, il ne gagnera ni le jeu, le devant, et la bête, vous savez, la bête qui était peut-être au jeu. Donc il ne gagnera pas. Ça, d'accord? Premièrement. Ensuite, il ne gagnera pas la consolation. Il ne gagnera pas le sans prendre. Alors qu'il a fait. Il a fait le contrat sans prendre. Mais son contrat, c'était la vol. Et donc, mais les matadors, il ne les gagnera pas non plus. En fait, il ne sera payé de rien de ce qu'il aurait pu gagner s'il avait fait un sans prendre, tout simplement. Chose qui aurait été vraie s'il avait eu un contrat de sans prendre et qu'il aurait fait une vol engagée. Ça aurait fonctionné, parce que même s'il a raté sa vol engagée, il aurait gagné tout ce qui est en rapport avec le sans prendre. Et c'est ça la différence avec un contrat de vol, c'est que même si on a fait les 6 premières levées, on ne touchera rien. Rien du tout. On ne touchera rien,
Mais on devra payer, comme on arrête la vol en plus, on devra payer la vol. Ça, c'était pareil dans la vol engagée. Si on la rate, on paye. On la paye combien? Ben, deux fiches, c'est-à-dire que je paierai donc 2 fiches à chacun des autres joueurs. Vous voyez, je paierai 2 ici, 2 ici et 2 ici. Ça, c'est... Je ne gagne rien et je paie la vol. Et c'est lourd, hein. Mais la bête, eh bien, je ne ferai pas la bête, par contre. Je ne ferai pas la bête, parce que tout de même, on considère que le fait d'avoir fait les 6 premières levées correspond malgré tout à un sans prendre. Mais si on ne gagne rien de ce qu'on pourrait tirer des autres joueurs et du devant, de la poule en général, c'est-à-dire avec la bête, eh bien, si on ne gagnera pas tout ça, ça n'empêche pas, on ne fera tout de même pas la bête. On ne fera tout de même pas la bête. Parce qu'on a fait 6 levées. Hein. C'est tout la différence. Bien. Alors, que va-t-il se passer maintenant si l'ombre ne réussit pas la vol contractuelle et en plus il fait moins de 6 levées. Donc il n'a pas réussi le sans prendre, on va dire. Bon, mais dans un cas comme celui-ci, eh bien c'est tout simple. Donc bien sûr, comme il n'a pas fait la vol, il va payer deux fiches à chacun, fiches de la vol qui sont ratées. Et puis il va en plus payer tout ce qui était en relation avec le sans prendre qui est raté. Et il fera la bête à ce moment-là. Voilà. Je pense que c'est clair, hein, vous avez vu comment ça fonctionne. Très bien. Là, j'ai tout dit sur le contrat de vol. Maintenant, je vais vous parler du roi rendu. Le roi rendu, c'est une option de jeu, mais bon, qu'on peut faire passer vraiment systématiquement. C'est un accord au départ. Hein. Le roi rendu, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire, c'est que lorsque l'ombre a gagné les enchères avec un contrat en demande, donc il va appeler un roi. Supposons qu'il ne s'appelle pas un de ses propres rois, et il appelle le roi qui est dans un des jeux des 3 autres joueurs. Donc, on a vu que celui qui a le roi va être associé à l'ombre. Ça ne se verra que lorsqu'il jouera ce roi. Très bien. J'ai tout expliqué sur les possibilités, la limite que dans un cas comme ça, en cas de perte de l'équipe, ben, il faut avoir que l'ombre ait fait au moins 3 levées, hein, autrement c'est lui qui paiera tout, et non pas l'équipier, qui ne paiera rien lui, mais qui gagnera rien non plus. Et ensuite, l'autre chose, ce que je vais dire maintenant, c'est que l'autre possibilité, c'est que lorsque l'ombre appelle un roi, celui qui a ce roi peut immédiatement lui rendre ce roi, lui donner, on peut le rendre, mais il rend ce roi. Alors je ne sais pas, je vais prendre ici par exemple, je ne sais pas s'il a un roi, voilà, oui. Donc voilà, donc là je regarde et j'ai dit à tout cœur, roi de trèfle. Lui, il a le roi de trèfle. Et il va le dire, il me rend le roi. Il le montre à tout le monde, alors que normalement on ne le montre pas.
Il le montre, ça veut dire que moi je vais le prendre et je n'ai pas le choix, je suis obligé d'accepter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais lui donner une carte que j'ai qui ne me plaît pas. Par exemple, je lui rends le 6 de carreau. À ce moment-là, dans mon jeu, en comptant le roi, et lui en comptant cette carte, à nouveau 10 cartes. Donc on a le compte. Il m'a rendu le roi. Qu'est-ce qui se passe? Je joue seul. Je vais donc jouer seul alors que je comptais avoir un équipier. Et puis on joue normalement, hein, c'est tout, voilà. Mais ce n'est pas un sans prendre. Je joue tout seul, mais ce n'est pas un sans prendre. C'est un peu comme quand j'appelais mon propre roi. La différence, c'est que on sait, les autres joueurs savent donc qu'en fait je joue tout seul dès le départ. Et ils savent aussi la carte, ils connaissent la carte que j'ai donnée à celui qui m'a donné le roi. Ça peut leur donner une information sur mon jeu. Voilà, c'est ça le roi. Et ça se paie normalement, comme une demande. Voilà. Bien, 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 mais qu'est-ce qu'il va rester à dire là-dessus? Eh bien, il va rester à dire qu'il y a une limite. Alors, la limite, c'est quoi? Eh bien, on va encore rentrer dans un cadre de 3 levées. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'ombre qui va être impactée, mais celui qui avait le roi appelé. Donc c'est jaune, il m'a rendu le roi. On va jouer, je joue seul et je perds. Si je gagne, il n'y a pas de problème. Bon. Si je perds, alors il y a une limite. Pour éviter aussi que celui qui rend le roi ne le fasse pas systématiquement pour faire perdre l'ombre. Alors dans quel cas ça pourrait arriver? Ben, ça pourrait arriver si celui qui rend le roi avait 3 levées sur... S'il a 3 levées sur... On pourra le prouver, il faudra le prouver plus ou moins. Mais bon. S'il fait 3 levées par exemple, et qu'on voit que c'était des levées qu'il n'y avait pas d'autre moyen que les... il était certain de les faire. Vous voyez, donc il n'y a pas... Bon, avec des matadors, des choses comme ça, ça peut se voir, des rois. Mais à ce moment-là, ou des pontes, et un ponte. Alors, qu'est-ce qui va se passer si à la fin l'ombre a perdu et que celui qui avait le roi, qui avait rendu le roi, était en mesure de faire 3 levées, fait 3 levées d'ailleurs, à ce moment-là, les paiements se passeront de manière normale, sans problème, c'est-à-dire que l'ombre va faire la bête, c'est ça, mais celui qui a rendu le roi, quoique étant payé de la même manière que les 2 autres tiers, il va faire la bête aussi. C'est-à-dire que sur un tel coup, il y aura 2 joueurs qui feront la bête, l'ombre et celui qui avait rendu le roi, sans que ça porte préjudice à ses gains sur le coup. Voilà. Alors voilà, donc sur la ligne, vous allez avoir... je dis là, j'avais déjà marqué, si je fais une bête de 42, parce que j'ai perdu, je n'ai pas rempli le contrat, alors jaune va aussi faire une bête de 42. Et là, ce n'est pas des moitiés, hein, c'est entière. Lorsque la bête la plus haute, la méthode arrive, ce sera la 42, on va la mettre en jeu. Et là, c'est une convention de départ. C'est-à-dire que au départ du jeu, là aussi, il faut faire une convention. Est-ce que, sur un coup, si on a des bêtes à la même hauteur, plusieurs bêtes de 42, est-ce qu'on les met toutes
ensemble sur le jeu, ils seront payés en même temps, ou est-ce qu'on les met l'une après l'autre, c'est-à-dire on en met une, quand elle est tirée, on retire l'autre, etc. Et il peut y avoir entre-temps une bête supérieure. Mais la bête est de 42, je dis bien, d'accord. Et donc quand on va augmenter, ça sera 42 et 14, ça fera 56 la prochaine. Mais lorsqu'on reviendra à 42, ben, il y en aura deux qui paieront. Voilà. Ou effaceront s'ils gagnent. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le quadrille. Voilà ce que j'avais à dire sur le quadrille. Alors, de quoi pouvons-nous parler? Ça, c'est une académie des jeux. C'est l'académie des jeux. D'ailleurs, elle commence par le quadrille. Vous voyez? Elle commence par le quadrille. Le jeu de quadrille. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, le jeu de quadrille. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très, très joli. Et voilà. Bon, voilà, il y a de quoi lire, hein. Bon, les bêtes, hein. Bon, l'Académie des jeux. C'est une académie, voilà. Académie des jeux. Voilà, Amsterdam. Alors, c'est une fausse adresse, hein. Une fausse adresse qui évitait de passer par les autorisations royales. 1758. Elle date de 1758. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Bien, ceci, c'était ce que pour vous dire. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que lorsqu'on avait dit qu'une partie se fait en général en 10 tours. 10 tours qui reviennent donc à ce que chaque joueur ait donné les cartes. Chaque joueur a donné les cartes 10 fois. Et puis ensuite, j'avais dit qu'ensuite, au terme de ces 10 tours, s'il restait des bêtes, on faisait comme au jeu de l'ombre classique, c'est-à-dire qu'on va jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bêtes. C'est-à-dire que lorsqu'on n'aura plus de bêtes, on aura tout enlevé, il n'y aura plus rien. À ce moment-là, on arrêtera le jeu. Ou la deuxième possibilité, quand les 10 tours sont finis, tous ceux qui ont fait des bêtes mettent la valeur en jetons, en fiche, au milieu de la table, et on divise par 4. Ça peut être une convention aussi, au départ. Le mieux pour moi, c'est de terminer toutes les bêtes, hein, bien sûr. Sachant que quand on veut éliminer des bêtes, on peut en faire d'autres. Donc il faut revenir sans arrêt. Donc tout dépend après le temps qui reste à jouer. Le temps qu'on a devant soi pour jouer. Mais c'est quand même le mieux d'aller jusqu'à la dernière bête. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Mais alors, comment comptons-nous? Nous allons compter les tours. Lorsque c'était au jeu de l'ombre, on ne comptait pas comme ça. On comptait le nombre de poules qui avaient été tirées par l'ombre. C'est-à-dire que chaque fois, lorsque l'ombre, ça peut être un n'est que 3, il prenait un jeton qu'il avait gagné et le mettait dans un panier ou sur la table quelque part. Et lorsque on avait fait, c'était 20 par exemple, 20 fois, la poule était tirée 20 fois par l'ombre. Bon, l'ombre, ça peut être celui-là, celui-là ou celui-là, bien sûr. Et lorsqu'il est arrivé au bout, voilà, ben c'était fini. Voilà. Mais là, c'est 10 tours. Alors, il faut pouvoir comptabiliser les tours. Bon, comme je ne vais pas détruire une de mes cartes, hein, ou plusieurs de mes cartes, je vous explique comment c'était fait en général. Je suppose que ça c'est une carte, ça c'est une carte, oui. Donc on suppose que c'est une carte, voilà. Bon ben, lorsque on va faire un tour, on va dire voilà, le premier à donner, c'est lui qui va avoir cette carte. Et bien lorsqu'un tour est fait, c'est-à-dire que moi j'ai donné, il a donné, il a donné, il a donné, ça revient à moi, je corne, vous voyez, je corne ma carte. Voilà. Une fois, vous voyez, après deuxième tour, etc. Troisième tour, vous voyez, quatrième tour,
Voilà. Et après, ben, écoutez, hein, après il va falloir plier une deuxième fois. Voilà. 5. Ok. Et puis on continue. Voilà, c'est comme ça. Et puis on continue. Et voilà. Et puis on continue. C'est toujours le même qui est ça, puisqu'il faut que ce soit des tours complets. Donc voilà, bon là il en est arrivé que ben, il y en a 8. D'accord? Il reste 2 à faire, qu'il peut faire comme ça, par exemple. On pourrait corner une autre fois, hein, je veux dire. Mais voilà, 9. Voilà. Et voilà 10. C'est une solution, c'est comme ça que c'était prévu. On corne une carte, mais il faut savoir que corner une carte, c'est ça. Voilà. Là, il y a 10. Les 10 tours sont faits, c'est fini. C'est fini. Ah, mais on purge ensuite les bêtes. Voilà, pareil. Voilà. C'est une solution. Ou si vous voulez trouver autre chose, vous les notez. Vous mettez un tour, 2 tours, ou avec simplement en mettant des traits comme ça, voilà, etc. C'est tout. Hein. Alors là, vous voyez, vous avez 4 coups classiques. Hein, comme on fait en général, vous faites 1, 2 tours, 3 tours, 4 tours, et vous barrez, ça fait 5 tours. Et puis vous recommencez 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, ça fait 10 tours. C'est pas plus mal. Parce que vous n'aurez pas toujours des cartes à détruire. Bon, voilà. Ça fait, vous voyez, vous trouvez le moyen qui vous intéresse pour pouvoir compter les tours. Mais ça, c'est bien là. Les 4 avec une barrée, les 4 barrées, voilà. Ça fait 5 et 5, 10. C'est fini. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je regarde quand même si j'oublie pas quelque chose. Non, j'oublie rien, sauf, je sais pas trop si j'en ai vraiment bien parlé au jeu de l'ombre, mais que ce soit le jeu de l'ombre ou que ce soit le quadrille, qui n'est qui a une forme de jeu de l'ombre aussi, mais pour 4 joueurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais lorsqu'un joueur, lorsque je vais supposer, je vous montrer, voilà, vous voyez. Bon, lui, évidemment, il a ses cartes dans son jeu. Bon, ben, ok. Il a fait une levée, voilà. Ensuite, bon, ben, lui, par exemple, il a fait aussi une levée, vous voyez. N'importe qui, hein. Je vous montre des levées comme ça. Voilà, 2 levées même, allez, on va dire qu'il a fait. J'en ai mis 4 ici, mais d'accord. Donc, bon, je vais faire pareil ici. 1, 2. Bon, enfin, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, il a fait, en fait, c'est des cartes de chacun, bien entendu. Donc, bon, il a fait aussi 4, une levée. Bon, ok. Allez. Bon, je vais vous faire des répartitions comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça ressemble. Voilà. Lorsque les levées sont faites, ça fait ça. Alors, mettons, on suppose que lui, il a fait une levée, lui, il en a fait 2. J'aurais pu en faire aussi, lui aussi. Bon. Et c'est à. Donc on joue, hein, puis, et à un moment donné, c'est à lui de jouer. Donc il prend son jeu, il le regarde, bien sûr, il y a moins de cartes que ça. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand c'est à son tour de jouer, ça pourrait être à son tour, à son tour, à son tour, c'est pareil. Lorsque un joueur va devoir jouer une carte, et uniquement dans ce cas-là, si, alors il a le droit de le regarder les levées qui ont été faites par les autres. Donc, à une personne ou deux. Donc, il va les regarder, je vais les montrer. Hein. Il va bien les regarder. Il ne va pas prendre trop de temps quand même. Il regarde. Alors, 2, 3, 4. Vous voyez, ici, il en manque une. Bon. Ok. 4. Voilà, il regarde. Bon. Ok. Il regarde. Il a le droit. Il a le droit. Il a le droit, donc celui qui doit jouer une carte, celui qui a la main, donc c'est ce qu'on appelle celui qui a la main, qui va jouer, a le droit de regarder les levées qui ont été faites par tous les joueurs, lui-même et les autres. Donc il va regarder ici, il va regarder ici,
il va tout regarder et d'ailleurs, il va les tourner, il va regarder, hop, voilà, c'est fait. Et à ce moment-là, il se décide à jouer. Alors, il ne faut pas trop abuser de cette chose-là. C'est sûr, autrement ça va freiner pas mal le jeu. Joue quand même un peu, la mémoire doit jouer quand même un grand rôle, mais c'est pas interdit. La simple chose, je vous dis, c'est uniquement lorsque c'est à vous de jouer. Celui qui n'a pas la main n'a pas le droit de regarder les cartes des autres. Et ça, je le dis parce que je crois que je n'en ai pas parlé pour le jeu de l'ombre. Donc maintenant, tout est dit pour tous les jeux de la famille du jeu de l'ombre, c'est comme ça. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je savais que j'avais à dire sur le quadrille et sur le jeu de l'ombre. Voilà. Pour terminer, je pense que ne pas en avoir parlé, mais j'avais dit que dans le jeu, le quadrille, on utilise des fiches. Bien. On utilise des fiches et on utilise des jetons et on utilise des contrats qui normalement sont plus grands que ça, mais ça marche quand même. Ici, c'est la valeur de base. C'était la fiche, on va lui donner la valeur que l'on veut et ce qui va donner la valeur du contrat et qui va représenter. Et en fait, le jeton, j'ai dit, c'est tout simplement pour pouvoir faire une fiche, il faut 10 jetons. Ce n'est pas de l'argent. Il vous faut 10 jetons pour faire une fiche. Et un contrat, c'est 10 fiches. Voilà. Donc si, comme à l'époque, on va dire, on faisait valoir un sou, hein, on pourrait faire, si vous êtes très riche, vous ferez un louis. Bon, admettons, on fait valeur un sou. Bon, et bien ça vaudra 10 sous. Et ça vaudra rien en soi. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut 10 jetons pour faire une fiche. Lorsque vous avez 10 jetons, vous la transformez en fiche. En un sou. Ce n'est pas un dixième de sou, vous ne les trouverez pas à l'époque, le dixième de sou. Je ne pense pas. Et par contre, à la fin, quand vous avez tout transformé, les dizaines de jetons en sous, je dis des sous, ça pourrait être d'autres valeurs, bien sûr, monétaires, eh bien, vous allez avoir soit rien qui vous restera comme jeton, soit il vous restera un certain nombre de jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, c'est ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez 1, 2, 3, 4 jetons, vous aurez droit à une fiche. Mais si vous avez 5, 6, 7, 8 ou 9 jetons, non, excusez-moi, si vous avez 1, 2, 3 ou 4 jetons, ça ne vaudra rien du tout. Rien du tout. Vous pouvez les remettre n'importe où, dans la boîte, ou les garder pour une autre prochaine partie. Et si vous avez 1, 2, si vous avez donc 5, 6, 7, 8, 9 jetons, ça vous faudra une fiche. C'était comme ça qu'on pratiquait au tric-trac à écrire, hein, je vous le dis. C'est pour ça que je vous dis ça. C'était comme ça que ça fonctionnait. Ça, tout ça, je l'ai dit. Hein. Ce que je n'ai sûrement pas dit, c'est que il y avait une autre appellation, puisque ça c'est qu'un jeton, mais pour ces deux choses-là qui sont les plus, ces deux marques qui sont les plus importantes, au lieu de s'appeler un contrat, on appelait ça aussi un mille. M-I-L, c'est 1000, hein, en fait, 1000. Et ça, donc, 10 fois moins, c'est un 100. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on gagnait, c'est pas des jetons, mais c'était on pouvait gagner donc des 1000 et des 100. D'où, peut-être, je dis probablement, j'en sais rien, mais disons que l'expression gagner des 1000 et des 100 aurait un sens.
par rapport aux marques de jeu, parce que ça, cette appellation de 1000 et des 100 était vraie dans beaucoup de jeux, de cartes notamment. Voilà. Donc il vaut mieux gagner des 1000 et des 100 que des jetons, hein, c'est sûr. Bien, voilà, c'est une anecdote qui demanderait à être verrouillée, mais bon, voilà. Bien, les boîtes. Et quand on voit des boîtes à quadrilles, les boîtes de quadrilles, si on lit dans ces livres, ici, surtout celui de 1758 notamment, quand ils sont bien avant, on ne parle pas de 100, on ne parle pas de 1000, on parle que des 100, c'est-à-dire on parle que des fiches, et on dit on joue avec 20 fiches, 30 fiches, bon, ce qu'on veut. On ne joue pas avec ça, des jetons et des fiches, c'est tout. Après, dans ce livre-là, on va parler des boîtes comme on voit souvent en vente dans les antiquaires et autres. Des boîtes dites à quadrilles. Bon, très bien. On en parle. Et ils disent que dedans, en général, il y avait 7 contrats. 7 contrats. Bon, 7 contrats. Mais ces 7 contrats n'étaient pas physiquement représentés. Donc, c'est-à-dire que dans la boîte, il allait y avoir 5 contrats. Je vais essayer de trouver 5. 1, 2, 3. Dans une boîte, 4 et 5. 5. Donc, il en manque 2. Vous voyez, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 et 5 contrats. Il en manque 2. Et les 2, ils s'étaient représentés avec des fiches comme ça. Vous voyez, je vais le faire avec celle-là. Et bien on en mettait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, 6, 7, je vais prendre le compte. 8, 9, et puis imaginez, il y en a 10. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrats. Et donc vous rajoutez ensuite 10 autres fiches, et vous aurez 7 contrats. L'équivalent de 7 contrats. Donc, physiquement, 5 contrats et 20 fiches. Aucun jeton dans la boîte. Aucun jeton. Alors, comment faisait-on puisqu'il n'y avait pas de jetons? Comment faire? Eh bien, tout simplement, il y avait bien tout ça dedans. Mais si on veut avoir 7 contrats, il fallait avoir des jetons en quantité en dehors de la boîte. Et donc, vous enleviez une fiche et vous les remplacez par 10 jetons. 5, etc. 6, 7, 8, 9 et 10. Mais c'est pas dans la boîte, ça. Une fiche. Moi, je conseille d'en mettre 2. Donc, je crois qu'il y a manqué. Donc, vous en mettrez encore 10 de plus. Vous allez donc vous retrouver à la fin avec 1, 2, 3, 4, 5 contrats. D'accord? D'accord? Et vous allez vous trouver avec 18 fiches et 20 jetons. Et donc, au total, vous aurez bien l'équivalent de 7 contrats. C'est-à-dire l'équivalent de 70 fiches. Et normalement, avec ça, ça suffit. Si vous venez en vous en manquer, vous pouvez vous réapprovisionner. Voilà. Que dire de ces boîtes aussi? Alors, c'est expliqué dans les livres, peut-être pas dans celui-là, mais dans d'autres. En fait, ces boîtes, il est dit que elles étaient souvent marquées, et on peut le vérifier, avec un symbole. Pique, cœur, carreau, trèfle. Une boîte avait un dessiné un pic dessus, voilà, et même pouvait avoir dedans
des fiches non pas colorées comme ça, mais avec un pic dessus dessiné, l'autre le cœur, un carreau, un trèfle. Ça ne sert à rien. A priori, ça ne sert à rien, mais c'est même pas que a priori, c'est que ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien jouer avec des fiches blanches, complètement blanches, comme celle-là, ça ne changera rien. C'est plus de l'esthétique. On peut y voir une manière de compter plus rapide à la fin, mais c'est pas tellement évident. Et voilà, c'est tout. Donc, commercial peut-être. Voilà. Donc voilà, donc elles peuvent être en couleur, avec des dessins, des choses jolies. Mais ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Ensuite, vous avez une utilité qu'on peut trouver au marquage donc, des boîtes, pique, cœur, carreau et trèfle. Pourquoi? Parce que quand on va décider où est-ce que vont jouer les gens, les joueurs, où est-ce qu'ils vont se positionner autour de la table, on avait dit qu'on pouvait utiliser des cartes As, Valet, Dame, Roi, et puis qui sont, on les met des 4 comme ça, à chaque place, une à chaque place. On fait tirer 4 cartes pareil, et puis on fait de la même. Donc il sera la même chose, hein. Un As, un Valet, une Dame et un Roi, et puis on s'installe là où on a tiré notre carte, et on s'installe là où elle se trouve autour de la table. On peut imaginer que s'il y a des boîtes, on place les 4 boîtes comme ça, et puis n'importe où au hasard, peu importe, on s'en fiche, et puis ensuite on sort 4 cartes, une à pique, une à cœur, une trèfle, on fait tirer ces cartes, et puis on se met là où il y a la boîte qui correspond. Voilà, c'est tout. C'est une solution, c'est tout, ça pourrait servir à ça. Voilà. Mais c'est tout, pas grand intérêt. Voilà ce que j'avais à dire sur le quadrille. Et je dirais que j'en ai terminé. J'en ai terminé. Il est probable que je toucherai un mot, sans rentrer vraiment trop dans les détails des paiements, parce que c'est assez lourd. Mais je vous expliquerai les différents contrats que l'on va rencontrer dans le médiateur. Le médiateur qui va se trouver être une évolution du quadrille. C'est une forme de quadrille, mais avec davantage de contrats, puisque là on a vu que dans le quadrille on a 3 contrats. Maintenant, on a la demande, le s'en prendre et la vol. Et puis c'est tout. Hein, d'accord. Si on exclut un peu la vol, parce qu'il y aura souvent de la demande de s'en prendre, si le premier joueur il dit je joue sans prendre, c'est fini. On ne peut pas monter sur lui. Les autres n'ont pas aucune parole. Le médiateur, on verra que vu le nombre de contrats qu'il y a, il peut y avoir des possibilités. Pourquoi? Parce qu'au lieu de 2 contrats classiques, on va passer à 3 contrats classiques, mais avec deux hauteurs en fonction de la couleur, etc. Bon, ce qu'on appelle la couleur favorite, vous verrez. Donc ça fait 3 et 3, 6. 6 contrats, 6 hauteurs de contrats. C'est 6 hauteurs de contrats auxquelles on rajoutera la vol, qui fera un 7e contrat. Donc on va passer donc de 3 contrats, on va dire, si on joue au complet, à 7 contrats. Donc les enchères seront plus variées. Alors nous en parlerons et je vous expliquerai. Sinon le jeu se joue comme le quadrille. Voilà. Avec cette particularité de contrat supplémentaire, d'un contrat supplémentaire. Et en fait, il y a un contrat supplémentaire qui vient s'insérer entre la demande et le s'en prendre. Voilà. Et après, je vous dis que tout est doublé. Les 3 premiers contrats sont doublés par le fait que si on choisit une couleur
qui est dite favorite, une préférence qui est connue pour toute la partie, cette couleur est plus forte que les 3 autres couleurs. Une demande dans n'importe quelle couleur, mais pas la couleur favorite, c'est une hauteur. Une demande en favorite, c'est au-dessus. Par contre, on s'en prend, qui est dans une couleur quelconque, mais pas favorite, est au-dessus d'une demande quelle qu'elle soit. Et après en favorite, etc. Vous comprendrez. Et j'arrête là, et je vous dis merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis merci, parce que je vois que plusieurs personnes se sont abonnées, comme on dit, et pour suivre. Et bon, je pense que ça apprécie un peu ce que je fais, et ça me fait bien plaisir, parce que bon, prêcher dans le désert, c'est pas très rigolo quand même. Et là, non, je suis satisfait. Je suis satisfait, j'attends pas des milliers d'abonnés. Mais bon, déjà, on a dépassé les centaines, je trouve que c'est déjà bien. Sans compter qu'il y a des gens qui suivent, comme toujours, hein, moi-même, hein, sur des sites, je suis, mais je ne m'abonne pas. J'ai tort. Voilà. J'ai tort si c'est des choses qui me tiennent à cœur. Vous voyez. Et je pense que tous ces jeux-là, ils peuvent vraiment reprendre de la vigueur, et c'est des très beaux jeux. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Et c'est des jeux très actuels, hein. Il n'y a pas de souci. Il faut les voir comme ça. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de présenter des jeux anciens, 18e, 17e, des fois 19e. Et, mais être en même temps, pas seulement respecter les règles de l'époque, qui sont connues, mais pas que. Il y a une espèce de, c'est pas un cérémonial si vous voulez, mais c'est, en gros, si vous étiez habillé comme à l'époque, vous connaissez tout ça, il y a le vocabulaire, tout, vous allez vous asseoir à une table, vous revenez dans le temps, vous asseyez, et puis vous jouez, vous voyez. Et puis vous jouez, et puis à la limite, personne ne verrait que vous venez d'une autre époque. Voilà. Bon, c'est quand même vrai, c'est ce que je pense. Voilà, évidemment, il y a la manière de parler qui va jouer, mais bon, il y a déjà du vocabulaire, des expressions qu'on peut avoir, surtout dans le jeu de trick-track. Je vous invite quand même à suivre le trick-track. Hein. Voilà, le trick-track, si vous ne le suivez pas, ça me fait pas plaisir, hein, parce que j'y ai passé énormément de temps, voyez. Mais le jeu de l'ombre aussi, j'y ai passé beaucoup de temps. Et je souhaite qu'il y ait toujours plus et encore plus de joueurs de trick-track. Et moi, maintenant, ce que j'attends, c'est vos questions, hein, votre questionnement, c'est votre manière de voir les choses, parce que sûrement que je ne suis pas le seul quand même à m'être intéressé. Et donc, peut-être que vous avez vu des choses un peu différentes, vous avez perçu les choses un peu différemment, et ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse qu'on en discute, qu'on en débatte, si vous voulez. Voilà. Et puis maintenant, je vous dis, allez, je recommence. Bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.